Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'ultimatum britannique de 1890, délivré le 11 janvier 1890 par la reine Victoria, demandant au Portugal de Carlos Ier de retirer les forces militaires dirigées par le major Serpa Pinto du territoire situé entre les colonies du Mozambique et de l'Angola, propriété de l'Angleterre. Vous voulez en savoir plus sur l'ultimatum britannique? Venez avec moi. Au XIXe siècle, le Portugal est sur les rangs lorsque les puissances européennes se lancent dans une course au drapeau en Afrique. Mais la gloire de l'Empire portugais est sérieusement écornée. Les invasions napoléoniennes, la perte du Brésil, joyau de l'Empire en 1822, ont laissé le Portugal affaibli, privé de toute influence internationale. Les décennies suivantes l'ont vu s'embourber dans une crise généralisée. La monarchie constitutionnelle qui chasse l'ancien régime en 1851 s'avère impuissante et les gouvernements qui se succèdent échouent à moderniser l'économie alors que la dette publique explose. Pour autant, les ambitions conquérantes du pays restent intactes. Au milieu du 19e siècle, lors du partage de l'Afrique, le Portugal s'est plaint de vastes zones du continent africain basées sur le droit historique, basées sur la primauté de l'occupation. Entrant en collision avec les principales puissances européennes, la présence croissante des Anglais, des Français et des Allemands sur le continent menaçait l'hégémonie portugaise, comme l'avertit Silva Porto, un marchand basé sur le plateau de Bié. À partir des années 1870, il est devenu évident que le droit historique ne suffisait pas. L'intense exploitation scientifique et géographique de l'Europe était souvent suivie d'un intérêt commercial. Entre 1840 et 1872, le docteur David Livingstone explore l'Afrique centrale, où peu de temps après, la British Company of South Africa s'installe. En 1874, Henry Morton Stanley a exploré le bassin du fleuve Congo, financé par le roi Léopold II de Belgique, qui en 1876 a créé une association pour coloniser le Congo en ignorant les intérêts portugais dans la région. Aux yeux des Portugais, l'Afrique pourrait devenir le nouveau Brésil, la voie pour recouvrir la gloire passée. Sur ce continent, parmi les miettes d'empire qui lui restent, le Portugal dispose de quelques comptoirs sur la côte atlantique, en Angola et au Mozambique, sur l'océan Indien. Dans les années 1830, sous le règne de Miguel Ier, il s'efforce d'y renforcer sa présence, jusqu'alors ténue en favorisant l'arrivée de colons. Et surtout, il se tourne vers la vaste étendue de terre pour l'essentiel inexplorée qui sépare les deux rives de l'Afrique australe. Le port de Lisbonne renoue avec l'époque des voyages d'exploration du XVIe siècle. Entre 1831 et 1886, une douzaine de convois de caravelles prennent le départ pour l'Angola lors d'expéditions destinées à cartographier les territoires inconnus. Prélude indispensable à toute implantation. La Société de géographie de Lisbonne, fondée en 1875 par Luciano Cordeiro, géographe passionné et colonialiste convaincu, finance nombre de ses voyages. Le Portugal ne dispose ni des moyens pour prendre réellement possession de ces nouveaux territoires, ni de l'influence diplomatique pour s'imposer. Sa faiblesse apparaît au grand jour en novembre 1885 lors de la conférence internationale organisée à Berlin par le chancelier Otto von Bismarck pour répartir les zones d'influence en Afrique. Les négociations se font au détriment du Portugal, qui se voit contester les restes de son empire. Aux yeux de l'Allemagne ou de l'Angleterre, les droits historiques invoqués par les Portugais sur la Guinée, sur Lourenço Marques, aujourd'hui Maputo au Mozambique, ou encore le bassin du Congo sont caducs. L'ancienne puissance ibérique doit se contenter de l'enclave de Cambinda sur la rive nord du fleuve Congo, et le pays ne conserve ses possessions en Angola et au Mozambique qu'à la suite du calcul de l'Angleterre dont les ambitions lui font préférer le maintien du colonisateur affaibli à l'implantation de ses puissants rivaux, la France ou l'Allemagne. Mais le Portugal veut naïvement croire que cette nouvelle situation rend d'autant plus légitime son projet de jonction de l'Angola et du Mozambique. En 1887, le nouveau Brésil est officiellement promu au rang de programme national. Gomes Barros, ministre des Affaires étrangères, présente à la Chambre des députés la carte rose.
avec d'un seul tenant, d'une côte à l'autre, une Afrique méridionale portugaise englobant les territoires de la Zambie et de la Rhodésie actuelle. Le projet contrarie ceux de Londres. En 1887, en apprenant les plans portugais, le Premier ministre britannique de la reine Victoria, Lord Salisbury, refuse de reconnaître les territoires qu'il considérait comme occupés avec des forces suffisantes pour maintenir l'ordre, protéger les étrangers et contrôler les indigènes. Le Portugal a tenté de fermer le fleuve Zambèze à la navigation, a revendiqué la vallée de Niassa dans une bande qui reliait les deux possessions, mais qui isolait les colonies britanniques du sud avec celles du nord. Relier l'Angola au Mozambique, c'est dans les années 1880, alors que les puissances européennes rivalisent pour accroître leur possession en Afrique. L'ambition portugaise rêve symbolisé sur les cartes de l'époque par une large bande de couleur rose en Afrique, d'où son surnom de carte rose. Plusieurs vagues d'exploration des territoires situés entre l'Angola et le Mozambique se sont succédées depuis le milieu des années 1880. Financées principalement par la Société de géographie de Lisbonne, fondée en 1875. Fin 1889, le valeureux Major Serpa Pinto est envoyé aux confins du Mozambique et de l'actuel Malawi, où l'attaque la tribu des Makalolo sous la protection britannique. Fin 1889, la victoire du major portugais contre une tribu d'Afrique australe sous protection britannique déclenche la crise. Brandissant le drapeau britannique, des guerriers membres de la tribu d'Afrique australe des Makalolo, dont certains ont accompagné le docteur David Livingstone dans ses expéditions, fondent sur les troupes portugaises le 8 novembre 1889. Celles-ci font étape le long de la rivière Cher, région du Mozambique annexée par le Portugal depuis 7 ans, avant de se diriger vers le nord. Le rapport de force est inégal. Quelques heures après l'assaut, les Makalolo prennent la fuite, laissant une centaine d'entre eux à terre. Ils ont été mis en déroute par la puissance des mitrailleurs et des nombres de leurs adversaires. À la tête des forces portugaises, le colonel Alexandre Alberto da Rocha da Serpa Pinto, 43 ans, premier à avoir traversé l'Afrique australe une dizaine d'années plus tôt, avant de devenir administrateur colonial. En 1889, Pinto a participé à la confrontation entre son pays et l'Angleterre dans les régions du lac Nissia, les deux nations étant lancées dans une course de vassalisation des autochtones. Les Britanniques, implantés au Caire et au Cap, ambitionnent de leur côté d'inclure l'Égypte et l'Afrique du Sud dans une longue zone verticale, sous leur domination qui traverserait tout le continent africain. Et le 11 janvier 1890, le gouvernement de Lord Salisbury adresse un ultimatum au Portugal de Carlos Ier, qui a succédé à son père Louis Ier en 1889. Il est sommé de retirer ses maigres troupes postées entre le Mozambique et l'Angola, sous peine de représailles militaires. La menace de l'ultimatum est sérieuse. Cet ultimatum déclenche un violent sentiment anti-britannique au Portugal, au point que les manifestations dégénèrent en émeutes. Déjà, l'escadre de Gibraltar a reçu ordre de se diriger vers l'Afrique australe. Le roi Carlos Ier de la dynastie des Bragances n'ose pas remettre en cause une alliance économique et diplomatique qui date de près de 2 siècles. Une confrontation armée avec l'Angleterre est impensable, et les demandes de soutien à la France et à l'Allemagne du Kaiser Guillaume II restent vaines. Les revendications portugaises exprimées sur la carte rose étaient en conflit avec la British Company et le méga projet anglais de créer un chemin de fer qui traverserait tout le continent africain du nord au sud, reliant le Caire au Cap. Ce projet, promu par Cecil Rhodes, n'a jamais été réalisé en raison des énormes difficultés posées par sa taille, les obstacles climatiques et géographiques et l'opposition portugaise avec la carte rose, suivie de l'incident de Fashoda qui a mis la France et l'Angleterre au bord de la guerre. Épisode qui s'est produit entre 1898 et 1899, lorsque la France et le Royaume-Uni ont décidé de construire des chemins de fer pour relier leurs colonies africaines. Le théâtre de l'affrontement était Fashoda, aujourd'hui au Soudan du Sud, une ville située à l'intersection des lignes. Lisbonne est contraint de céder. La crise diplomatique débouche sur une violente remise en cause de la famille royale et des institutions monarchistes.
La contestation enfle, nourrie par la répression du régime de Carlos Ier, le mouvement républicain encore embryonnaire dans un pays essentiellement rural. Le 31 janvier 1891, une éphémère république est proclamée à l'hôtel de ville de Porto. On y chante à portugaise, république et patriotisme apparaissent étroitement associés. Cette première révolte ne tient que quelques heures avant d'être écrasée avec le mouvement est lancé et ne s'arrêtera plus. Un traité entre le Portugal et le Royaume-Uni est signé en 1891, confirmant les possessions portugaises et définissant les frontières sous l'arbitrage du roi d'Italie Victor Emmanuel III. L'ultimatum a des répercussions bien plus étendues que celles de la renonciation à une continuité et s'étend au-delà de l'année 1890. La monarchie constitutionnelle de Carlos Ier, incapable de donner un nouvel élan au pays, est en sursis. Encore soutenue par les notables locaux, artificiellement maintenus au pouvoir par des manœuvres électorales, elle ne survit pas au coup d'État de Juan Franco, partisan d'un renforcement du pouvoir royal. En mai 1907, celui-ci instaure une dictature. Mais les scandales à répétition et la répression brutale engendrent une spirale de violence. Le 28 janvier 1908, le roi Carlos Ier est assassiné par une société secrète qui complotait pour renverser la monarchie. Les tentatives de conciliation nationale de Manuel II, qui a 19 ans succède à son père, restent vaines. Et le jeune roi ne peut empêcher la montée en force des républicains, qui remportent la mairie de Lisbonne aux élections de 1908. L'ultimatum de 1890 s'est révélé être l'automne de la monarchie et le printemps de la République. Avec le renoncement à la carte rose, il a sonné le glas pour la dynastie des Bragances. À l'issue d'un coup de force, le 5 octobre 1910, la République est proclamée cette fois pour de bon. Comme on l'a vu, la zone revendiquée par le Portugal, à savoir une bande du territoire allant de l'Angola au Mozambique, afin de faire une continuité territoriale, appartenait à l'Angleterre. La concession du Portugal aux exigences britanniques a été perçue comme une humiliation nationale par les républicains portugais, qui ont accusé le gouvernement et le roi Carlos Ier d'être responsables de la faiblesse du pays. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.